Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, vous êtes sur Nuria TV, je suis Guillaume et je suis très heureux de vous retrouver ce soir les amis en compagnie de notre conteuse favorite puisque j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle fois Elisabeth de Caligny sur l'antenne de Nuria TV. Ce soir nous ouvrons un dossier cryptozoologie mais pas n'importe lequel. Elisabeth nous raconte la mystérieuse histoire de Zana l'Almasty et c'est tout de suite sur Nuria TV. Nous voici de retour sur l'antenne de Nuria TV en compagnie d'Elisabeth de Caligny. Elisabeth, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui sur Nuria pour une nouvelle émission en ta compagnie. Et moi donc, qu'est-ce que je suis contente. Tu te souviens la dernière fois, j'avais pris possession du studio de Nurea. La dernière fois que tu étais sur cette antenne, effectivement, tu étais assise ici à côté de moi avec Nora et moi de part et d'autre. Un super moment, vraiment quel plaisir de t'avoir retrouvé une nouvelle fois puisqu'on s'était déjà rencontrés il y a quelques temps du côté de Dijon si je me souviens bien. Mais c'était quand même un immense plaisir de te revoir en vrai. 2 fois, on s'était vu à Lyon. Il y a très longtemps, pour la première fois. C'est là que j'avais connaissance de Nora qui n'était pas encore Nurea. Tout à fait. Et qui m'avait rappelé, qui m'avait demandé si ça me plaisait de participer à sa chaîne de télé, dont je suis devenue la marraine quand même. Et ça, c'est très gentil, j'en ai été très honorée. Et donc, je vous ai vu 2 fois, en réalité. Voilà. 2 fois et 3 fois avec celle où on s'est vu ici. Absolument, absolument. C'était la 3e fois, jamais 203, on y est arrivé. Voilà. Tout à fait. Et là, on se retrouve début d'année 2022, une nouvelle année démarre sur Nuria TV. On s'était pas revu pour une émission depuis 2 ou 3 mois. Et ce soir, je sais que tu as un petit mot à dire aux Nuréens avant qu'on se lance sur le sujet on a choisi pour ce soir. Donc, écoute, je te laisse leur dire ce que tu as envie de leur dire. Un petit mot, un joli mot en fait. Là, à l'heure où nous enregistrons, nous sommes le 21 janvier en plein après-midi. Vous voyez, cette affaire, oh là là, cette vidéo ne pourra pas être montée avant quelques jours et ça sera diffusé compte tenu du planning de Nurea parce qu'on a eu des ennuis techniques la semaine dernière, évidemment. Un tout petit peu. Comme d'habitude. C'était pas la Wi-Fi qui marchait pas, c'était la caméra, carrément. Ça Donc là, tout est en route, ça va. Mais je voulais vous souhaiter une bonne année parce que c'est encore d'actualité pour moi qui suis au 21 janvier là, et même si c'est un peu tard et mieux vaut tard que jamais, des vœux sincères. Alors vous me direz ah oui, souhaiter des vœux par les temps qui courent, est-ce que ça sert à quelque chose? Bah oui, ça sert à faire du positif. Et parce que rien n'est jamais perdu. Vous avez bien vu que les choses vont très vite dans un sens ou dans un autre à l'heure actuelle. On vous dit un truc et 3 jours après, on va sortir autre chose. Eh bien, le mauvais fait ça, mais le bien peut faire la même chose. Donc, bonne année, ayons des ondes positives, soyons joyeux. Je vais essayer, alors moi, je vais beaucoup mieux. J'ai eu un creux de vague absolument terrifiant l'année dernière, cet été. Ça a été d'une gravité absolue. Mais bon, je pense que je dois être dans le collimateur de quelque chose pour avoir autant de soucis, hein, parce que c'est quand même pas naturel, faut quand même le dire. J'y raconte pas grand-chose de rare pourtant, hein. Je ne me pose pas en spécialiste de quoi que ce soit. Je suis qu'une conteuse. Ah, mais alors je dois déranger, vous savez pas à quel point. En tout cas, ça a été rude. Mes cheveux sont devenus tout blancs, comme ça, au moins, j'ai pas besoin de me faire des racines tous les 2 mois, vous voyez. T'as toujours autant la classe. Voilà. T'as toujours autant la classe, je te rassure. Je sais pas, la discussion avec Guillaume, c'était est-ce que je vais les teindre en blond ou je vais les garder tout blancs, puisque je suis devenue blanche en 2 mois, vous voyez. Où va-t-on trouver de nouvelles couleurs? Je crois que je vais quand même faire un petit coup de blond encore. Voilà, pendant un petit moment. Bon, sinon, bonne année les amis, portez-vous bien, soyez joyeux, vous laissez pas prendre la tête par toutes les petites mauvaises odeurs qui traînent à droite et à gauche. Rejoignez-vous entre vous qui êtes sur les mêmes longueurs d'onde. Les mauvais coucheurs, c'est pas la peine, ils sont irrattrapables, vous les larguez, vous voyez, jusqu'à ce qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments ou jamais, et faites-vous plaisir. Soyez cool,
Voilà, et je vais vous raconter une histoire cool qui est quand même assez surréaliste à divers égards, mais qui est quand même étayée par des études scientifiques et qui laissent à supposer que certaines légendes pourraient bien être en fait des vérités. Voilà, voilà ce que je vais vous raconter. Je sens qu'on va passer une bonne soirée encore, les amis. Zana, la femme sauvage et les Almastis. Eh bien, Elisabeth, je te laisse l'antenne et la parole. Raconte-nous l'histoire de Zana. Alors Zana, la femme sauvage, c'est quelque chose. On l'associe à une almastie, ce qui nous permettra de nous poser des questions au sujet de la nature des almasties. Donc je vais commencer par raconter la vie de cette créature dont on ne sait pas trop au départ ce que c'est. Il faudra que la science se penche sur son cas pour qu'on en sache un petit peu plus et qu'on puisse faire le point avec les almasties. Parce que Zana, qui était-elle? Le mystère n'est pas complètement levé, vous verrez. Donc tout commence en 1850. Il y a un marchand qui chemine avec sa caravane sur une piste, il traverse les forêts du mont Zaandan qui se trouve en Géorgie. Bon, la Géorgie à l'époque fait partie du territoire de Russie, hein, c'est une province russe. Maintenant, elle a son indépendance, mais à l'époque, c'est une province russe. Et c'est alors qu'un jour, en cheminant sur le chemin, il aperçoit dans un ravin qui est situé en contrebas, proche d'une rivière qui s'appelle la rivière Adzioubiza. Alors, vous m'excuserez pour les prononciations, parce qu'aujourd'hui, il y a du Z, des trucs qui se mélangent. Je fais de mon mieux. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il aperçoit, ce brave homme? Un être, à l'apparence simiesque, en train de se déplacer au milieu de la végétation. Alors, simiesque, vous savez ce que ça veut dire? C'est que c'est généralement poilu, c'est grand, ça ressemble un peu à un singe, mais ça marche bien droit, et c'est assez bizarre. Alors en général, on appelle ça des Bigfoot, des Yétis, des Almasties, tout ce que vous voulez. Alors, on dit que c'est à cet endroit-là, mais il y a d'autres sources qui sont mineures, qui disent que ça serait passé en Géorgie aussi, mais près de la ville d'Otchatchamshire, sur les rives de la mer Noire, ou alors encore en Adjari, qui est un autre territoire de Géorgie, proche de la frontière turque. Mais après tout, on s'en fout, parce qu'on sait où elle va atterrir, dans un petit village de la Géorgie, et donc peu importe à la limite où on l'a trouvée. Alors l'homme, le marchand, voit cet étrange bipède et il se frotte aussitôt ses petites mains parce qu'il se dit youpi, c'est la fête. Il pense qu'il a affaire à une créature légendaire parce que ce genre de créature, on en voit couramment sur tout le territoire russe, c'est-à-dire le côté Europe de l'Est, mais également jusqu'en Asie. Alors, il y en a qui sont typés, si je puis dire, qu'on appelle les almasties, qu'on trouve surtout dans le Caucase, mais les almasties, on ne trouve pas que là. La preuve, c'est qu'ils sont en Géorgie, là. Donc, il se frotte les mains parce qu'il se dit, si je pouvais me la choper, la créature, je pourrais la revendre à bon prix. Alors, dans cette région, on appelle ces créatures-là, sur ce territoire de Géorgie, les Abna-Wayou. Hein, ça vient de l'Abkhaze, puisqu'on est sur le territoire abkhaze, et ça désigne un almasty, donc une sorte de Bigfoot, voilà. Pour procéder à la capture, il ne peut pas y arriver tout seul, évidemment, parce que ce genre de créatures, on les connaît, c'est terriblement musclé, ça a une force terrifiante, et ça peut vous faire 18 tours dans vos tongs en un rien de temps, et vous mettre à mal à coups de poing, de morsures et tout ce qu'on veut. Donc il va faire appel à des chasseurs locaux. Il y en a 2 qui vont répondre à l'appel et qui vont la pister pendant un moment, parce qu'on ne va pas réussir à la choper comme ça, cette créature. Donc ils vont finir par la débusquer déjà, parce qu'il faut la retrouver, hein. Et finalement ils vont finir par la rattraper. Et c'est pas une mince affaire, je vais vous dire, parce qu'elle court comme une dératée. Elle court très 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 vite et vous verrez les comparatifs que je fais tout à l'heure dans mon exposé. À plusieurs reprises, elle va arriver à fuir et à disparaître d'un seul coup avec une rapidité impressionnante. Finalement, elle sera piégée d'une curieuse façon dans un pré où on l'a remarqué à plusieurs reprises, où les chasseurs sont en embuscade derrière des buissons. On va abandonner des vêtements de couleur rouge. Donc la créature s'approche pour voir ce que c'est, elle va s'en saisir, et elle va essayer de les enfiler. Tiens donc. Hein, et c'est à ce moment-là que les traqueurs qui sont postés derrière les buissons vont lui tomber dessus et la capturer. Prise au piège, ça va être un désastre parce qu'elle va se débattre avec une force qui défie l'entendement.
Et pour la soumettre, les chasseurs, hélas, vont être obligés de la frapper avec des gourdins, tout ce qu'ils savent, au point de presque l'assommer. Sinon, bah, c'est pas possible. Après l'avoir ligotée, lui avoir mis un tissu de feutre épais dans la bouche pour pas qu'elle morde, ils vont la traîner jusqu'à un village proche. Et, et là, se pose un problème. Si on l'enferme dans une étable ou quelque part, ça va pas tenir. Donc ils vont la laisser au fer et complètement entravée pendant quelques jours, le temps de creuser une fosse profonde, à l'air libre, qui vont entourer d'une clôture de pieux et pas des branchettes, hein, le bon pieu qui tient debout. Et puis voilà. Et puis on la laisse comme ça. Alors vous avez les gens qui viennent voir la bête, hein, parce qu'on la prend pour une bête. Ah oui, on lui a attaché aussi à la cheville une solide bûche. Ce sera plutôt du genre tronc d'arbre, vous voyez, pour qu'elle puisse pas grimper après les pieux et qu'elle soit entravée. Mais enfin bon. Donc tous les jours, les gens viennent la voir, les villageois. Les mômes y viennent parce que ça les fait rire. Ils sont comme aux zoos, hein. Sauf qu'ils sont méchants ces mômes-là parce que ils lui jettent souvent des pierres, des grosses pierres même, et elle crie, elle grogne, elle pleure parfois. Donc c'est vraiment sinistre. Et ça arrive plusieurs fois par jour. Et au lieu que les villageois, qui sont quand même des adultes, disent aux enfants arrêtez, ça les fait se gondoler de rire. Bon, donc c'est pas terrible. Alors évidemment, faut nourrir la créature. On va pas lui donner un repas 3 étoiles, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on va lui donner? Des épluchures, des trucs avariés, des trucs qu'on donnerait aux animaux, et encore, hein, voilà. Et puis il faut qu'elle se contente de ça, et on va laisser croupir. Alors elle va dormir à la belle étoile dans sa fosse, ça va durer un moment, il pleut, il vente, il neige, on s'en fout, elle est confinée, ça sent mauvais de plus en plus avec les pourritures des déchets, et c'est un traitement absolument immonde. Un traitement qu'on ne réserverait pas certainement à du bétail, parce que peut-être qu'on estime pour les villageois que c'est une valeur marchande supérieure, vous voyez, donc c'est affreux. Alors, dans un premier temps, elle va finir par être vendue à un petit seigneur local qui s'appelle Hadjba, et celui-là dirige à l'époque le territoire de Zaadan. Et puis, c'est un de ses vassaux, un petit seigneur du cru, qui est sous sa tutelle, enfin pas sa tutelle, mais son autorité. Cet homme s'appelle Cheluka, qui va la racheter. Alors celui-là, il va pas la garder très longtemps, il va la revendre aussitôt. À un être pas très sympa, un petit nobliau du cru, comme lui aussi, qui s'appelle Edgi Genaba. Et celui-là, il avait été une fois, il avait rencontré le fameux Cheluka, volontairement ou pas, en tout cas on va lui présenter la bête, hein, qui est pour l'occasion enferrée et tout le bazar, et il va se dire youpi, c'est la fête, j'achète. Bon. Donc elle va être transférée, enchaînée sur le domaine de cet Edgi Genaba, et on va la traîner comme un animal sauvage. Elle va quand même faire près de 80 km, hein, en travée, pour arriver à un village qui s'appelle Kina, et qui est Kina, très exactement, et qui se trouve en territoire abkhaze. Alors c'est un lieu tout à fait sauvage de la Géorgie, qui est pas très loin de la ville de Soukoumi, et c'est la capitale de l'Abkhazie, hein, Soukoumi. Et c'est à ce moment-là qu'on va lui donner un prénom. Alors on va pas l'appeler Michel ou Charlotte, hein. De toute façon c'est pas à la mode là-bas. On aurait pu l'appeler Natacha, remarquez bien. Non, on va la baptiser Zana. Et pourquoi Zana? Parce que ça a un sens. Ça veut dire en langue géorgienne de dialecte zangui, ça veut dire basané, noir. Ah bah oui, parce que la créature a le teint foncé. Elle a des poils beaucoup sur le corps et particulièrement à certains endroits, mais son visage, où il y a un petit duvet, sa peau est noire, mais vraiment noire, hein. Elle est pas de race blanche, et ses mains pareilles. Alors, qu'est-ce que disent les descriptions de différents témoins qui vont être interviewés, interrogés plus exactement, dans le cadre d'une enquête qui aura lieu des décennies plus tard, avec des scientifiques, puis après des journalistes. Eh bien, ces témoins vont dire que seules ses mains et son visage laissaient voir effectivement sa peau sombre, que sa peau était recouverte d'un duvet plus ou moins épais à certains endroits. Le bas de son corps était recouvert de longs poils rougeâtres, mélangés de noir, certains parleront de poils roux,
Et ces mêmes poils très longs, étaient sur le crâne. Ça faisait comme une sorte de crinière emmêlée qui faisait comme une sorte de chignon à l'arrière crépus. C'était assez particulier, vous voyez. Elle était grande, cette créature, cette Zana, elle était trapue. Certains diront qu'elle avait des jambes de forme étrange, mais on n'aura pas d'indication là-dessus. On ne sait pas pourquoi ils disent ça. Ce qu'on sait, c'est qu'elle a des jambes d'une musculature incroyable, comme les bras. C'est vraiment, voilà. On dira également qu'elle se tenait droite, mais qu'elle était callipige, c'est-à-dire qu'elle était très cambrée du bas du dos et qu'elle avait une paire de fesses, un popotin bien comme il faut, bien proéminent, une lourde poitrine, en fait de gros seins pendants, et on va essayer d'y remédier à un moment donné. Ça va pas être facile de couvrir tout ça. Alors pour ce qui est de ses orteils, il y a deux versions. On dirait qu'elle a des pieds normaux, mais des pieds larges, vous voyez, comme les traces qu'on retrouve d'hominidés néandertaliens ou cro-magnons ou je ne sais trop quoi, vraiment des pieds larges. C'est enfin des orteils, des pieds comme nous, mais en gros ou en large. Par contre, il y a d'autres versions qui diront que c'était pas tout à fait ça et qu'elle avait des pouces préhensibles. Les orteils du pouce, bah, c'était un peu comme les singes, c'est-à-dire qu'un singe, vous savez, il peut attraper avec ses pieds. Et ben certains diront que Zana avait c'était pas aussi marqué, mais elle avait le pouce préhensible qui pouvait revenir comme pour prendre quelque chose. Hein. Alors on va la décrire également comme ayant un front un peu fuyant, avec des arcades sourcilières proéminentes et des sourcils qui auraient été assez imposants. Bon, elle devait être velue à cet endroit-là. Qu'elle avait une large bouche agrémentée de grandes dents blanches, semblables à des dents humaines, et que son nez aux narines exorbitées était plat. Alors, vous voyez là sur l'image un portrait de Zana. Il n'y en a pas, il n'y a pas de photo. C'est certainement une reproduction qui a été faite au crayon au vu des descriptions qui ont été faites. Mais pour moi, c'est pas fidèle. À la description qu'ont fait les témoins. Vous voyez. D'ailleurs, vous pouvez le voir, ça ressemble pas tout à fait à ce que je dis. Les dents sont pas les mêmes. Enfin bon, c'est pas tout à fait ça. Il y a une autre caricature, si je puis dire, qui a été faite parce qu'il y a une émission de télé française qui lui a été consacrée et on a le dessinateur l'a reproduite. Je dirais que c'est peut-être pas beau à voir. Mais que c'est peut-être un peu plus réaliste par rapport aux descriptions qui ont été faites par les témoins. Hein. Alors, elle a des pommettes très saillantes aussi, et puis il semble que ses yeux étaient rougeâtres. Alors, on n'arrive pas à savoir, parce que ça n'a pas été précisé vraiment, si c'était en fait ses pupilles, ses iris qui étaient de couleur rouge, ou si c'était ses yeux vous savez que des fois le blanc de l'œil est rouge. Vous voyez, comme irrité, on ne sait pas. Mais il semblerait que de nuit, ses yeux paraissaient rouges. Donc, bon. Et puis, voilà. Donc, voilà pour la description de Zana. Alors, que se passe-t-il une fois qu'elle est chez ce propriétaire Edgy Guevara ? Eh ben, elle est atrocement agressive. Mais agressive à tel point que elle est dangereuse, bien évidemment. Elle sait qu'elle doit savoir la conscience qu'elle a perdu sa liberté définitivement. Et là, il va pas se prendre la tête, le gars. Il va la parquer dans une sorte d'enceinte, pas très grande, une sorte d'enclos, entourée de gros pieux de bois, mais alors solides, au sommet aiguisé, comme ce qu'elle avait avant. Sauf que là, il n'y a pas de claire-voie entre les troncs. Ça veut dire qu'elle ne voit rien et personne ne peut plus la voir. Ça veut dire que cette pauvre créature va rester 3 ans sans voir personne, sans être vue, sans que personne vienne se préoccuper de son cas, à la merci de toutes les intempéries possibles, à des températures de -20, -30 parfois. On découvrira, quand on réouvrira l'enclos, qu'elle s'est creusé un trou dans la terre pour pouvoir s'allonger, une sorte de fosse. C'est absolument affreux. On la nourrissait en lui jetant par-dessus la barrière des ordures, comme d'habitude. Et voilà, la pauvre Zana va vivre comme ça pendant 3 ans, dans un isolement absolu, que personne n'aurait imaginé. Alors, il y a une version qui dit qu'elle aurait été enfermée dans une cage où elle ne pouvait pas se redresser, du genre les petites fillettes, vous savez, les petites cages de Louis XI,
D'abord, Louis XI, souvent, on pensait que les prisonniers faisaient toute leur peine là-dedans. C'était pas vrai, c'était tout à fait provisoire. Hein. On les enfermait là-dedans, on les suspendait, c'était pour la galerie et pour montrer ce dont on était capable au niveau de la royauté. Fermons la parenthèse. Donc pour Zana, elle n'a jamais été enfermée là-bas. Et si elle l'a été, c'était pas avec son nouveau maître, c'était probablement avec le second qui ne l'a pas gardé très longtemps. Et il l'a peut-être pas gardé très longtemps parce qu'il ne savait pas quoi en faire. Voilà. Donc, version fantaisiste que celle-là, il n'empêche qu'elle fait 3 ans dans son enclos. Et certainement Guénaba, qui n'a aucun cœur, et vous verrez que c'est un monstre après, un monstre, vous m'entendez, pense certainement qu'elle va finir comme tous les animaux un peu rétifs par se calmer. Ça ne sera pas faux, mais en attendant, elle mettra du temps. C'est-à-dire qu'on va l'entendre pendant un temps infini hurler. Hurler, taper contre les pieux qu'elle essaye de faire tomber. Elle se rebelle, elle hurle à la mort, on l'entend beaucoup la nuit, elle grogne. Parfois on entend comme des sanglots, des murmures. C'est affreux. Et puis un jour, plus rien. Le silence absolu. On l'entend de moins en moins, et plus rien. Le silence absolu. Peut-être que Guénaba a pensé qu'elle était morte, les villageois aussi. Donc on va aller voir. Et on va découvrir qu'elle est toujours bien vivante, mais qu'elle est prostrée. Bah oui, il faut être vachement solide pour tenir dans des conditions comme ça sans faire une dépression. Imaginez, regardez les animaux quand ils sont maltraités, quand on les met en cage, dans quel état ils dégénèrent très vite. Ne parlons pas des humains, regardez le confinement, ce que ça provoque. Vous voyez, et là, c'est pas les circonstances de Zana. Eh bien, elle a tenu. Elle est prisonnière, silencieuse, et probablement résignée. Donc, on va la sortir de là. On va la sortir de là et le maître va décider de la rapprocher de son habitation et il va faire aménager une sorte d'enclos, mais sous un auvent, vous voyez. Donc elle est déjà protégée de la pluie et du vent et puis de la neige aussi et elle va creuser immédiatement un trou, comme elle l'avait fait dans son autre enclos pour pouvoir s'endormir. Voilà. Donc sa nouvelle prison est agréable, mais bon. Mais là, il y a un plus. Les bouts de bois, les rondins, là, la clôture, les bouts sont espacés, donc elle peut voir les gens. Et les gens peuvent la voir. Et on vient la voir et on est peut-être un peu moins cruel. Surtout les femmes. Parce qu'elles ont pitié de cette créature qui a subi un traitement absolument effroyable et qui ne se montre plus agressive, qui va se rapprocher des barrières et qui va parfois avoir des sortes de gazouillements. Quand elle veut tenter de s'exprimer, elle gazouille. Donc, petit à petit, on s'est dit, bah, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Donc, Guénaba va l'autoriser à sortir. Mais elle est affreusement craintive au milieu du village et des humains. Donc, elle y va pas comme ça. Elle reste toujours à proximité et notamment d'un endroit bien précis, on lui donne à manger. Mais elle s'échappe pas. Elle n'essaiera même pas de s'échapper. Alors que c'était un être de liberté et qui a hurlé son désespoir à ne plus l'être, là, elle est soumise et elle a peur, elle est terrifiée par tout ce qui l'entoure finalement. Et puis, petit à petit, il semblerait, on sait que plus tard c'est une réalité, mais il semblerait que dès cette époque-là, certains villageois, certainement des villageoises d'ailleurs, parce que les hommes n'avaient pas la même vue sur le sujet, vont essayer de la faire rentrer dans leur maison. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Elle met un pied, elle met 2 pieds, mais elle repart aussitôt. Elle est terrifiée. Et ce qui doit la terrifier, c'est qu'elle a peur qu'on l'enferme. Mais il y a autre chose aussi. C'est qu'on va s'apercevoir très vite. C'est que Zana ne supporte pas la chaleur, comme tous les almastis. Je vous raconterai des témoignages. Ils ne supportent pas la chaleur. Ça les met dans un état épouvantable. Donc, quand la maison est chauffée l'hiver, elle ne va pas faire 2 secondes. Hein. Elle ressort aussitôt. Et on va essayer évidemment de communiquer avec elle. Mais c'est peine perdue, l'échange s'avère impossible. Elle ne parle pas et elle ne parlera jamais. Mais on commence à se dire, finalement, c'est peut-être pas un animal. Il y a des personnes qui se l'ont dit depuis un moment. Mais les plus, comment dirais-je, convaincus que c'était une créature animale vont se dire, c'est peut-être pas ça finalement. On va commencer à lui offrir des vêtements.
parce qu'elle a toujours cette énorme paire de fesses et cette énorme paire de seins. Et on trouve que c'est quand même le pop du coin ne doit pas trouver ça terrible. Donc on essaye de lui donner des vêtements. Ça marche pas. Au départ, ça marche absolument pas. Elle déchire tout en petits morceaux, ça la met dans une rage folle. Elle veut surtout pas s'habiller. Et puis, on va l'entendre gazouiller petit à petit. À nouveau, on voit bien que quand elle sort, elle hurle plus, elle fait pas des grognements ni rien, elle gazouille, tout, des petits murmures, comme des sortes de murmures. Enfin voilà. Et puis aussi, quand on lui parle fort, eh ben, elle se met à pleurer. Elle pleure comme un humain, la tête entre les mains, ou comme ça. Dès qu'il y a une contrariété, c'est ce qui se passe. Et aussi, elle redoute les coups de bâton. C'est-à-dire que Guénaba, quand il trouve que ça va pas, il la tape, ou quand il a un coup dans le nez, parce que c'est son cas souvent, il lui fout des grands coups de bâton, et là elle pleure, mais elle se rebelle pas. Alors que d'une seule main, le Guénaba, il pouvait se retrouver coupé en deux, quoi. Non, elle a plus sa notion de sauvage, c'est fini. Et elle semble petit à petit avoir une compréhension des choses. Elle répond à son nom. On l'appelle Zana, elle arrive. Elle arrive plutôt en gazouillant. On se dit, elle n'est pas idiote. On pourrait peut-être la faire bosser. Bah oui, on est à la campagne, hein, faut bien gagner sa pitance, même si elle n'est pas terrible. Et alors, on va lui apprendre à travailler. Alors là, c'est formidable, parce qu'on va lui montrer les tâches qu'elle a à effectuer. Et alors, elle est très, très concentrée quand on lui explique. Elle regarde bien. Et elle s'applique vraiment à reproduire exactement les gestes qu'on lui a montrés. Et c'est pas n'importe quoi qu'on va lui faire, c'est des tâches basiques, mais les trucs que personne ne veut faire sinon difficilement. C'est-à-dire porter de grosses charges. Vraiment des grosses charges. Et ben, elle y met de la bonne volonté. Alors du coup, on va se dire, bon, bah c'est bon, hein. Et on va voir notre Zana partir avec des sacs de grains jusqu'au moulin pour les faire moudre, transporter de l'eau avec des gros seaux en bois, des rondins de bois, pas possible, des sacs de farine. Moi, j'ai parlé du grain tout à l'heure, mais des fois, les sacs, ils pèsent 80 kilos. Elle sort ça d'une main. Elle fait ça comme si elle prenait un paquet de bonbons, vous voyez. Donc, tout le monde est épaté et elle fait ça vachement bien. Et on peut la faire marcher longtemps avec les grosses charges, ce qui économise les chevaux et les humains, et ça marche. Et quand elle commet des erreurs et qu'on la réprimande avec un ton agressif, elle ne supporte pas le ton agressif, ou qu'on l'insulte, elle est terrifiée. Elle ne moufte plus, elle est désarmée et elle se met immédiatement à pleurer. Inutile de vous dire que le traitement qu'elle a subi pendant 3 ans, sa prison affreuse, ça l'a complètement broyée. Elle est esclave. Elle a oublié que d'une seule pichenette, elle pouvait tuer quelqu'un. On va vouloir à nouveau l'habiller. Parce que comme elle est dans le village toute la journée à faire ses petits allers-retours, rien à faire. On met la robe, la fout en l'air, 1, 2, 3. On lui a fait des trucs sur mesure quand même, hein, parce qu'elle n'a pas la taille normale, hein, standard. On a réussi une seule chose dans un premier temps, c'est lui faire porter un pagne. C'est déjà ça. Hiver comme été, elle a son pagne. Bon, déjà, la décence est à demi sauvée. Voilà. Et ça continue. Ça continue et rien à faire. Alors, on la fait manger aussi un peu mieux. Hein. Elle aime beaucoup la viande, elle aime beaucoup les légumes, elle adore les fruits. Mais surtout, elle adore le pinard, le vin. Et pour rigoler, on lui donne des verres de vin. Et notre Zana, elle recule pas, c'est pas mauvais du tout. Et donc, je raconterai l'épisode du vin un peu plus tard, vous allez voir que ça dégénère quand même. Et puis, on va la voir se baigner. Elle adore se baigner, donc il y a parfois des endroits un peu plus loin du village où le courant, la rivière a des courants très forts. Personne ne s'aventure, faut surtout pas tomber là-dedans parce qu'on se noie en 2 temps 3 mouvements. Pas Zana. Elle nage comme une athlète, elle résiste à tout et elle a une sacrée endurance. Hein, et même en plein hiver, ça la dérange pas d'aller prendre un bain. Et puis, une fois, on va la voir plus d'une fois faire la course avec un cheval au galop. Et le pire, c'est qu'elle court tellement vite qu'elle dépasse des fois le cheval. C'est pas de la légende, ça. Faut quand même le faire. Quand vous imaginez qu'un cheval au galop, ça doit faire du 70 km/h ou un truc dans ce goût-là, je pense 60-70, j'en sais rien. Bah, faut courir, hein. Et ben, elle y arrive. Et puis, elle adore la nuit.
C'est une grande noctambule, donc on peut la voir dans son enclos, à claire-voix, regarder les étoiles, se mettre à gazouiller. Elle est très 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 heureuse la nuit. Elle dort très peu en fait, vous voyez. Elle récupère pas vraiment de ses journées. Et puis elle aime les animaux. Elle aime beaucoup les vaches, beaucoup tous les animaux du troupeau, les chevaux. Donc il n'est pas rare des fois qu'on la voit se baigner avec les animaux, vous voyez. Quand ils se baignent un peu dans la rivière l'été, elle est avec eux et elle s'amuse comme une petite gamine. Elle adore casser des pierres, donc elle casse des pierres. Ça c'est son jeu et ça la fait rire comme une gamine. Donc elle s'est amusée assez vite et on la voit rire maintenant de bon cœur. On la voit pleurer, on la voit rire comme une petite fille. En fait, c'est comme si c'était un être immense qui avait un esprit de petite fille, très pur. Et les femmes du village, du coup, n'en ont beaucoup moins peur. Au contraire, elles sont devenues empathiques. Les hommes ont une autre vision du monde, mais les femmes, oui. Donc, elles les laissent, des fois, elles lui demandent un service qu'elle va rendre, et elles les laissent rentrer dans leur maison. Mais on sait que Zana, elle peut pas être enfermée, donc elle restera un peu plus longtemps, mais elle peut pas rester. Donc, elle ressort aussitôt. Et puis on se méfie aussi parce qu'on ne va pas la retenir. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand ça va pas et qu'elle a peur, elle peut être impulsive. Et là, elle peut non pas se déchaîner, mais mordre. Et une morsure de Zana, à mon avis, il manque des bouts après. Vous voyez? Donc on s'en méfie, mais enfin on l'aime bien. Les enfants du village, bon, l'apprécient, et quand ils font les serins, on leur dit si vous n'êtes pas sage, vous allez devenir comme Zana et vous aurez le même traitement. Donc ça calme tout de suite. Nul n'a jamais su l'âge de Zana. Elle est arrivée un beau matin. Elle est morte 20 ou 25 ans plus tard, non 20 ans plus tard. Eh bien, elle n'avait pas vieilli. Son aspect n'avait absolument pas changé. Pas un poil blanc, pas un cheveu blanc, pas de rides, des dents intactes, complètement intactes. Elle n'a pas vieilli. Du jour où elle est arrivée jusqu'à sa mort en 1890, elle sera exactement la même. Mais elle peut enfanter. Et là, ça va arriver dans des circonstances tragiques. Parce que plus d'une fois, les villageois hommes, les mâles des villages, se font des soirées beuveries. Et dans ces cas-là, son maître, Guénaba, qui est plein de bonnes intentions et qui adore les soirées beuveries, l'amène. Et on la fait boire. Et quand elle est complètement ivre, eh bien, Guénada propose en général un prix pour copuler avec la bête, comme il dit. Donc ces mecs vont la violer, Guénaba le premier, régulièrement. Et c'est absolument affreux. Alors, lui, alors il y en a qui peuvent pas, hein, ça les fait reculer, mais il y en a qui n'hésiteront pas, dont son maître et un autre, et vous allez voir ce qui va se passer. Et hélas, Zana va se retrouver enceinte. Et à chaque fois, elle se retrouve enceinte. Et à chaque fois, elle accouche, toute seule dans la campagne, comme un animal, elle va se cacher. Elle veut absolument pas qu'on la voie, et elle revient avec le bébé. Et ce bébé, hélas, la première chose qu'elle fait, que ce soit en plein hiver ou en plein été, elle court le laver à la rivière, le baigner en prononçant des paroles bizarres. Et le bébé, à chaque fois, prend froid et à chaque fois, il meurt. Et c'est une hécatombe. Tous les bébés de Zana meurent. Et à chaque fois, elle pleure, parce qu'elle ne comprend pas pourquoi tous ces petits meurent. Alors, les villageoises vont avoir pitié d'elle et elles ont compris sa détresse. Elles vont essayer de lui expliquer qu'il ne faut surtout pas qu'elle baigne ses bébés. Rien à faire, elle recommence à tous les coups. Donc elles vont réussir, ça n'a pas dû être facile à mon avis, après l'accouchement, à lui prendre les enfants, à les cacher pour pouvoir les protéger. Et il y aura 4 survivants. Il y aura 4 survivants, dont 2 garçons, un premier qui s'appelle Zanda, qui va naître en 1878, et un second qui s'appelle Kwit, qui portera le nom patronyme de Sabekia, qui est né en 1884. Et il y aura deux filles aussi qui vont naître aussi. Alors, Kwit, il porte le nom de Sabekia. Alors, c'est intéressant. Il l'a reconnu en disant que c'était son fils, parce qu'il l'a violé allègrement. C'est celui d'ailleurs qui gagnait le plus de prix avec Guénaba pour les viols de la créature.
Et le truc, c'est que Sabechia, il ressemble pas vraiment, son lardon lui ressemble pas vraiment. Hein. C'est le portrait de Guénaba. Alors on peut se dire, mais pourquoi Guénaba n'a pas reconnu cet enfant, ce fils, ni une autre fille dont on parlera après. Il faut se rappeler quand même qui il était. C'était l'aristocrate du coin, le petit noble. Donc aller, comment dirais-je, reconnaître une créature née, un petit bébé né d'une créature simiesque qui est pratiquement diabolique, c'est pas possible. Et puis c'est contre nature, certainement pour le curé et tout ça. Donc il ne la reconnaîtra pas, il va la faire reconnaître par comment dirais-je, le gars là, dont je me souviens plus le nom là sur le coup. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Oui, Sabechia. Et qu'est-ce qui va se passer? Sabechia, il aura quand même 2 enfants qu'il va reconnaître. Donc 2 seront reconnus par Guénaba, qui sont vraiment les siens, qui sont son portrait, et 2 seront reconnus par le dit Sabechia. Alors, c'est absolument affreux, effectivement, cette situation. Mais ce qui sera quand même intéressant, c'est que Sabechia a peu en commun, a beaucoup en commun avec sa mère. C'est-à-dire qu'il est humain, il ressemble à son père. Alors je voulais dire aussi que lui et sa sœur, après, seront élevés par la femme de Guénaba, c'est-à-dire du père biologique. Il ne reconnaîtra pas ses enfants, mais c'est sa femme, son épouse, sous son toit qui va élever ses deux progénitures. Hein. Voilà. En tout cas, Sabechia a beaucoup en commun sur les traits de caractère de sa mère. Ça veut dire qu'il est hyper baraqué, il est très impulsif, et il ne faut pas lui marcher sur les pieds, parce que quand il va grandir, il va être hyper bagarreur, et mieux vaut éviter ses coups. En revanche, au niveau physique, il est purement humain. Vous voyez la photo. Il est purement humain. Il a des traits qui n'ont rien à voir avec les traits simiesques de sa mère. Il est purement humain. En dépit de sa nature belliqueuse, un peu exagérée, sur le plan physique, il est purement humain. Zana, comme je l'ai déjà évoqué, a eu 2 filles qui étaient aussi viables. La première s'appelle Kotzanar, elle est née en 1880. Et la seconde s'appelle Gamaza, et elle aussi va être reconnue par Sabechia. Mais elle aussi sera élevée par la femme du propriétaire, qui est le père biologique d'évidence. Voilà. Alors, je suppose que le dit Sabechia, qui aimait bien gagner le prix, vous voyez, qui était peut-être de l'argent, il a peut-être été payé pour reconnaître des enfants qui ne sont pas les siens, histoire de sauver les apparences. Voilà. On va se rendre compte que tous les enfants de Zana sont d'une intelligence normale. Ni plus ni moins que les autres enfants du village. Ils iront à l'école comme tout le monde. Et même l'aîné, qui s'appelle Zanda, aura des dons artistiques évidents et sera un excellent pianiste. C'est quand même pas mal. Donc des enfants absolument normaux. Et quand vous voyez leurs photos, ils sont normaux. Et si vous voyez les photos des petits-enfants dont on parlera tout à l'heure, qui sont la descendance de Quit, on pourrait dire que la petite fille de Zana est plutôt très jolie. Elle a des traits très fins, comme vous pouvez le voir, elle est très jolie. Alors, il y a bien des mystères dans le cas Zana. Il y a bien des mystères qui n'ont pas été élucidés. Elle va décéder en 1890. 1890. On ne connaît pas la date exacte, mais surtout ce qui est incroyable, on ne retrouvera jamais trace de son cadavre ni de sa sépulture. Rien. C'est compréhensible. C'est compréhensible. Pourquoi l'enterrer au cimetière, c'est un peu compliqué. C'est un être qui ne paraît pas humain, qui est une erreur de la nature pour les pratiquants. Le curé du village ne peut pas ordonner, à mon avis, enfin le pope ne peut pas ordonner qu'on enterre avec les bons chrétiens, les bons orthodoxes, une créature pareille. Mais on ne retrouvera jamais son corps. À un moment, on va nous dire le contraire. Mais ça, c'est pour faire un scoop à l'américaine, et on en reparlera. Et la science va s'en mêler du cas Zana, parce que ça intéresse évidemment. Vous savez que les Russes ont l'esprit un peu plus ouvert sur tout ce qui sort de l'ordinaire et qui est un peu paranormal. Donc l'Académie des sciences de Russie, notamment, ouvre parfois des départements pour faire des enquêtes un peu particulières.
Et c'est ce qui va arriver. Et dans les années 60, vous avez un certain professeur qui s'appelle Boris Portnev, qui est donc un scientifique qui dépend de l'Académie des sciences de Moscou, qui va très très sérieusement s'intéresser au cas de Zana. Bon, il faut savoir que dans les années 50, il y avait déjà une commission spéciale qui avait été créée pour l'étude du Yéti, le légendaire Yéti des Himalayas. Elle a été dissoute en 58 suite à une expédition infructueuse qui a été menée dans les montagnes du Pamir. On a dit on arrête les frais, donc il n'y a plus de financement, c'est terminé. Mais Portnev reprend les choses en main. C'est un historien de formation, c'est une sorte d'anthropologue également. Et en 1963, il va publier un premier ouvrage sur cette créature mythique qu'est l'Azalmasti, et en parlant évidemment de Zana. Et en 1964, il décide d'une expédition scientifique à Kina, le fameux village où Zana a vécu. Il va s'y rendre avec un archéologue qui s'appelle Orelkin, et là-bas, ils vont enquêter sur tout le village. Ils vont poser des tas de questions. Bon, il faut savoir qu'on est en 64 et qu'elle est morte en 1890. Donc, pour retrouver des témoins directs, c'est pas gagné. Mais ils vont quand même en trouver. Pas beaucoup. Mais des personnes très très âgées qui étaient enfants et qui l'ont connue, Zana. Donc, ils vont donner des témoignages de ce qu'ils ont vu. Et puis, il y en a d'autres qui ont entendu les parents et les grands-parents évoquer la créature. Donc, ils vont obtenir quand même pas mal d'éléments. Et ils vont rencontrer surtout les petits-enfants de Zana. Alors ça, c'est formidable. Vous voyez, le dernier fils de Zana Quit, il est mort en 54, donc 10 ans avant que l'expédition arrive, mais il y a les petits-enfants. Et tout ce qu'il va remarquer d'entrée de jeu, c'est que ceux-là ont des traits négroïdes. C'est-à-dire qu'ils sont clairs de peau, un peu mat, mais ce sont des métis africains. Alors ça, il est quand même un peu scié quand même. Alors ils ont en commun avec leur grand-mère qui sont costauds. Hein. Portnev dira d'ailleurs avoir vu le petit-fils de Zana, un des petits-fils qui s'appelle Chelikula, soulever avec ses dents une chaise sur laquelle un homme était assis. Et il faisait ça en rigolant. Bon, il en avait dans les dents, comme sa grand-mère d'ailleurs. Alors, bien sûr, Portnev et Orelkin veulent savoir où Zana est enterrée. Et là, c'est le mur absolu, l'omerta absolue. Personne ne parle, on dit qu'on ne se souvient pas, qu'on ne sait pas, c'est fini. Donc, ils vont aller dans le cimetière, tous les deux, puis alors c'est très vaste le cimetière, puis il y a une partie qui a plus l'air d'être un cimetière, ce sont des ronces, des arbustes, c'est un bazar complet, et là, ils vont chercher et ils vont trouver. Ils vont pas s'avouer vaincus et ils vont trouver. Mais ils trouveront pas tout de suite. Il faudra qu'ils reviennent avec une autre expédition. En attendant, ils repartent avec les éléments qu'on a voulu leur donner. Ils vont essayer de retrouver des financements pour pouvoir revenir et accomplir d'autres enquêtes. Et c'est exactement ce qui va se passer. Et l'année suivante, ils vont revenir avec quelqu'un de plus, qui est un universitaire du nom de Yuri Voronov. Et là, allons-y, ils vont aller droit à l'endroit où ils pensent avoir vu la tombe qu'ils cherchaient, et ils tombent sur une sépulture. Et c'est caché dans pratiquement sous la terre, vous savez, la nature reprend ses droits, et bon. Et en fait, ce n'est pas la tombe de Zana qu'ils vont découvrir, c'est celle de Quit. C'est celle de Quit, et ils ont retrouvé une sépulture à côté, dont on verra après que ça pourrait être celle de Gamaza, donc sa sœur. Hein. Mais Zana, rien. Ça pourrait continuer comme ça, on a prévu d'autres expéditions, sauf que le professeur Boris Portnev décède. Ça pourrait s'arrêter là, bien sûr, mais il y en a quand même qui se sont intéressés à l'histoire. Et Portnev, c'est quand même un professeur qui avait une certaine aura, donc, il y en a qui ont envie de continuer. Et les deux qui vont continuer sont des jeunes scientifiques. L'un s'appelle Igor Bourtsev et l'autre s'appelle Dmitri Bayanov. Et ils vont reprendre les travaux de Portnev et ils vont repartir dans les années 70 pour des expéditions au village de Kina. C'est par eux d'ailleurs qu'on va connaître le plus de témoignages intéressants sur la vie de Zana, sa descendance et tous les trucs. Ça parle beaucoup mieux dans les années 70. Peut-être que la parole est plus libre aussi, qu'on est plus évolué, je ne sais pas.
Et puis, il va y avoir, en 1971, lors de la première expédition, un anthropologue russe qui est assez célèbre, qui s'appelle Nikolai Bortchak-Abramovitch. Et c'est celui-là qui dit, bon, ben, on va exhumer les restes de Quit, le fils de Zana. Et on va trouver le crâne de Quit, que vous pouvez voir, qui est un crâne très particulier, parce qu'on dirait un crâne d'homme préhistorique, même si son visage, qui a des traits quand même rudes, n'a pas une tête de préhistorique, quand même, le crâne est quand même très particulier. Et ce crâne de Quid va être ramené à l'Institut universitaire d'anthropologie de Moscou pour faire des analyses. Il va y avoir d'autres expéditions qui se tiendront en 75 et 78, où on continuera à recueillir des témoignages. Et c'est lors de l'une de ces expéditions qu'on va retrouver, on va trouver une autre sépulture, qui est tout à fait voisine de celle de Quid, et découvert dans cette partie abandonnée et fouillie du cimetière. Et quand on va l'ouvrir, on va pas être déçu. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver un squelette couché sur le côté, avec les jambes repliées en fœtus un peu. À côté de sa tête, il y a un miroir. Alors ça, c'est une coutume locale. On enterre les femmes avec un miroir près de la tête. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que l'on va retrouver aussi dans cette sépulture une chaussure. Et quand on va dater cette chaussure, elle date de 1888. On sait que Zana est morte en 1890. Elle aurait pu très bien mourir en 1888. Donc c'est youpi Eureka, vive la vie, on a trouvé la dépouille de Zana. Sauf que c'est pas ça. Même si on nous dira que c'est ça à un moment, du moins il y a une équipe américaine, mais c'est pas ça. Et alors on va analyser sous toutes les coutures le crâne de Quit, qui va être ramené donc à Moscou, et puis d'un seul coup, c'est la tuile. Ça s'arrête, il n'y a plus de fric. Donc l'Académie des sciences dit « Halte là, mes amis, c'est fini ». Il y en a un qui a repris le flambeau derrière Porchnev, qui est un des scientifiques qui avait pris sa suite, c'est Igor Burtsev. Et lui, il ne veut pas lâcher l'affaire. Le cas de Zana le passionne, il veut résoudre l'énigme, donc il va trouver des financements vraisemblablement privés pour poursuivre les travaux. En 87, donc des années plus tard, on est reparti. Et on fait l'étude du crâne de Quit avec des anthropologues, dont une certaine Madame Kolodieva. Et il va y avoir un séminaire qui se déroule à la Société des naturalistes de Moscou et qui va expliquer, dans le cadre de ce congrès, enfin ce séminaire qui est donné sur les hominidés, que le crâne de Quit présente des caractéristiques propres aux hominidés, aussi bien anciens que modernes. C'est-à-dire c'est de l'homo sapiens, c'est de l'homo d'avant, quoi. Et les os de sa face, elle dit qu'ils sont plus massifs et larges que ceux des habitants d'Abkhazie, donc c'est pas local comme origine, et que ces caractéristiques propres seraient proches de celles des crânes néolithiques de type Vovnigi II. Bon alors, ça doit être des crânes qu'on a retrouvés en Russie, vu le nom, mais c'est du néolithique, hein. C'est pas de l'homo sapiens. Alors, ça sera certainement pas, parce qu'en tout cas, ça n'a pas été dit, évoqué lors du séminaire en question, mais on saura plus tard que le crâne de la femme retrouvée dans la tombe avec une chaussure a été étudié, celui-là aussi. Et l'étude va aboutir elle aussi à un résultat surprenant. C'est en effet celui d'une femme de race noire. Probablement parce que ça a dû sembler à l'époque pour le moins incongru de trouver une femme de race noire au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle en Russie, les choses sont restées de côté. Mais on en apprendra un petit peu plus tard sur ce crâne féminin. En attendant, l'histoire de Zana n'intéresse pas que les Russes. Dans les années 90, il y a un anthropologue américain qui s'appelle Grover Krantz, qui est bien connu aux USA et même dans le monde pour ses travaux sur le Bigfoot, qui se penche sur la question. Et le voilà parti étudier le crâne de Quit lui aussi. Pour lui, c'est celui d'un homo sapiens, il n'y a rien à dire. Mais il a peut-être des mâchoires un peu massives, des pommettes un peu plus saillantes que de normal. Mais ça ne peut pas être un néandertalien. Pour lui, non, il n'en est pas question. Et à la fin des années 90, enfin des années 2000 plus exactement, probablement 98-99, à moins que ce soit au tout début des années 2000,
Igor Burtsev, qui poursuit toujours ses idées sur l'histoire de Dana et qui a créé entre-temps un centre d'études privé sur les hominidés de type Almasty, et ça s'appelle l'International Center of Hominology. Il fait analyser par les Américains les deux crânes, dont l'un est curieusement présenté comme étant celui de Zana, ce qui est absolument faux, on ne l'a jamais retrouvé, celui de Zana, et l'autre de Quitt. Et en fait, c'est les Américains qui ont décidé ils avaient entre les mains le crâne de Zana et de Quitt. Et pour faire les choses bien, comme tous les Américains, ils vont s'adjoindre le concours du National Geographic Magazine, qui, comme vous le savez, fait des documentaires extraordinaires sur ce genre de trucs, y compris sur les trucs animaliers, et c'est parti mon kiki. Donc il va y avoir un documentaire du National Geographic qui montre toute l'étude qui va être faite par ce scientifique américain, et c'est bien foutu, sauf qu'on présente le crâne féminin comme étant celui de Zana, ce qui est absolument faux. Mais les conclusions des scientifiques à l'issue de cette étude qui va être filmée et qui va être projetée, et on pourra la voir, ils disent que les deux crânes présentent les caractéristiques de ceux d'humains modernes, mais également, très curieusement, alors que dans un premier temps, c'était probablement pas le cas, eh bien, il y a des caractéristiques propres aux Néandertaliens, et notamment les arcades sourcilières qui sont plutôt proéminentes. Et alors, il y aura un ajout qui sera fait par rapport à des conclusions précédentes, c'est qu'on va dire également que ces crânes supposent des désordres génétiques chez leurs propriétaires. Et l'une des scientifiques américaines va dire qu'elle a remarqué sur le crâne féminin, supposé appartenir à Zana, ce qui n'est pas le cas, des marques étranges, d'un étrange syndrome facial qui pourrait permettre de penser qu'elle aurait été affectée de capacités mentales limitées, c'est-à-dire que c'était une handicapée mentale. Elle dira également que ce crâne présentait un fort prognatisme, c'est-à-dire le menton en avant, un menton proéminent et en avant, comme ça, et des orbites exagérément larges comme celles des Néandertaliens. Et puis il va y avoir des analyses ADN évidemment. Et les analyses de l'ADN mitochondrial, celui de la mère donc, vont démontrer que les deux crânes avaient une origine maternelle commune. Ce crâne féminin, à défaut d'être celui de Zana, ne serait-il pas celui d'une de ses filles? C'est probable, même ADN. Ultérieurement, d'autres chercheurs ne vont pas hésiter à soutenir une théorie voulant que Zana aurait peut-être été affiliée à une lignée d'Homo sapiens rejetée par d'autres humains à une époque reculée. Mais qu'en raison de différences avec les autres groupes d'individus qui vivaient à cette époque ancienne, ils auraient peut-être été rejetés. Alors qu'est-ce que ça aurait pu être? Peut-être parce qu'ils étaient un peu neuneux, on ne sait jamais, hein, donc dangereux. Coup de gourdin pour un oui, pour un non. Ou alors peut-être qu'ils morphologiquement il y avait quelque chose qui n'allait pas, ou peut-être dans leur façon de faire. Hein. Donc en tout cas, voilà l'hypothèse d'un groupe rejeté par les autres groupes. Et ceux-là, qui auraient été rejetés par leurs congénères, c'est une théorie parce qu'on n'a aucune certitude de quoi, que ce soit, auraient fait comme on fait dans ces cas-là, ils se seraient reproduits mais entre eux. Donc consanguinité, ça fait des désordres, et ces désordres, on aurait pu le retrouver sur le crâne féminin, et en tout cas c'est la scientifique a dit que ça pourrait s'expliquer par une consanguinité, cette affection qu'elle aurait pu déceler sur le crâne féminin. Voilà. Alors le meilleur pour la fin concernant cette étude-là, le professeur Brian Sykes. Alors celui-là c'est une sommité sur l'étude de ces créatures-là. Hein. C'est un généticien britannique. Il est rattaché à l'université d'Oxford, donc c'est pas mal. Et lui, il va se rendre célèbre à un moment en analysant des poils de yéti himalayens. Et lui, il va effectuer des analyses ADN à partir de prélèvements de salive réalisés sur les descendants de Zana. Donc petits-enfants, hein, pas les enfants directs parce qu'ils sont morts. Et il va réaliser également une analyse ADN sur une dent prélevée sur le crâne de Quitt. Et c'est la surprise, mes amis. Les résultats vont démontrer sans aucun doute possible que Zana est d'origine africaine, et plus précisément issue d'Afrique subsaharienne, donc d'Afrique noire.
Tous les prélèvements réalisés sur 6 de ses descendants, parce qu'il y en a eu 2 qu'on connaît parce qu'on a leur visage, mais pas les autres, dont on a analysé l'ADN, ont présenté les mêmes résultats. Alors, dans un premier temps, le professeur Sykes en a déduit que Zana, à moins que ce soit ses ancêtres, aurait pu être amené d'Afrique jusqu'en Abkhazie en tant qu'esclave à l'époque du règne de l'Empire ottoman. Ça se faisait au XIXe siècle. Vous savez que l'Empire ottoman était un grand esclavagiste. Hein, on a vu avec Bakita, la pauvre sainte Bakita, ça allait partout, même en Russie. Sauf que, ce qui est intéressant et ce qui pourrait cadrer, c'est que les Russes, à la fin du XIXe siècle, ont décidé que l'esclavagisme, c'était terminé. Donc tous les esclaves noirs qui venaient d'Afrique, ils ne sont pas forcément retournés en Afrique. Et l'idée qui a été retenue, c'est que Zana aurait fait partie de ces esclaves, mais que ne voulant pas retourner dans son pays d'origine, elle aurait pu devenir sauvage. Souvenez-vous de ces esclaves qui, aux États-Unis, se réfugiaient dans les forêts profondes du sud des États-Unis pour essayer de retrouver leur liberté sans être pris. Là, ils se sont dit, on est noirs, ils savent très bien que c'était des esclaves, qu'ils avaient passé un sale quart d'heure, ils ne veulent pas le retourner, ils retournent à l'état sauvage. Et c'est ce qui va être supposé. Et puis, sur le crâne de Couit, il y a quand même quelque chose qui est très particulier. Sur la description externe de son crâne, on voit des orbites larges, une arcade sourcilière proéminente qui pourrait laisser à supposer qu'il a des caractéristiques d'homme ancien, mais il a un truc incroyable, un os supplémentaire à l'arrière de crâne qu'on appelle l'os Inca. Il faut quand même le faire, ça. Alors, comment expliquer ça ? On ne sait pas. C'est pas sur le crâne féminin, mais c'est sur le crâne de Couit. Un peu plus tard, Sykes va revenir sur ses conclusions premières. Il va tourner un peu kazakh. Il va suggérer que Zana pourrait peut-être en fait être le vestige d'une migration d'une population très ancienne datant de plusieurs dizaines de milliers d'années qui aurait quitté l'Afrique pour remonter vers le Caucase et se répartir par la suite sur d'autres territoires russes. Donc là, on n'est pas venu, les Africains, ce groupe d'Africains ne serait pas venu en tant qu'esclaves, mais bien plus anciens et serait inclus dans la région depuis de manière beaucoup plus ancienne. Et Sykes va suggérer que Zana pourrait bien être la preuve vivante d'une espèce d'individu issu d'une tribu humaine encore inconnue, datant d'une époque très reculée. Une époque où l'espèce humaine était encore en pleine évolution. On n'était pas encore dans la modernité. Et que les membres de cette tribu auraient peut-être pu à un moment être contraints d'émigrer de leur territoire d'origine en Afrique pour aller se réfugier dans des contrées probablement moins hostiles comme celle du Caucase et après s'étendre en Russie. Voilà ce qu'on sait sur Zana, d'après les études qui ont été menées, mais au bout du compte, le mystère reste entier. Qu'est-ce que c'était au fond ? Alors, on va passer aux almasties, parce que ça, c'est très intéressant. Je sais que sur la chaîne de Nurea, il y a eu des experts, on peut dire ça comme ça, alors moi, je n'en suis pas une, qui se sont penchés sur le sujet. Mais comme vous le savez, moi, j'ai pas regardé ce que font les autres, j'y vais à l'instinct, et j'ai mon prisme. Alors, je vais peut-être dire des âneries, ça c'est fort possible, mais je vais peut-être dire des choses que les autres n'ont pas dit. Vous voyez, parce que moi, je fais dans l'originalité. Voilà. On n'en doute pas une seule seconde. Alors oui, c'est Jean-Louis Morette qui a fait plusieurs expéditions dans le Caucase, notamment sur les traces de l'Almasty, qui nous a présenté Scriptid sur l'antenne de Nurea. Mais j'ai hâte de voir ce que tu vas pouvoir nous en dire et les infos que tu vas pouvoir rajouter à tout ça. En tout cas, sur le dossier Zana, effectivement, c'est extrêmement troublant parce qu'à l'issue de tous ces éléments, on a du mal à savoir à quel type d'être vivant nous avons affaire. Un cryptide, un être humain, une autre espèce mais humaine, ça reste assez déroutant. C'est un grand mystère et puis je suis pas sûre qu'il soit résolu de sitôt. Voyez. Alors la question qui se pose maintenant, Zana aurait-elle été une simple humaine revenue à l'état sauvage, comme certaines hypothèses l'ont souligné, qui serait parvenue à se réhumaniser au contact des humains, ou est-ce que ça serait tout autre chose ? Donc durant bien longtemps, on a pensé qu'elle était une de ces créatures sauvages, mythiques, connues sous le nom d'Almasty. Parce que quand on évoque Zana, vous regardez sur le net, c'est Zana l'Almasty, la femme Almasty.
dont on sait que les almasties hantent largement les forêts du Caucase et qu'on a croisé dans les forêts de Géorgie et à côté de Moscou. Hein. Il y en a partout. Elles sont dans les montagnes de l'Altaï, ces créatures-là, les almasties. On les retrouve en Russie, on les retrouve en Mongolie, et on va parler de tout ça. Donc je vais évoquer brièvement, parce que c'est une étude, c'est pas une étude, hein, c'est des idées que je lance comme ça avec des cas concrets, les mythiques almasties. Donc dans la contrée d'Abkhazie où Zana a vécu, ces créatures, comme je vous l'ai dit, s'appellent Amna-Wayu. Nombre de chercheurs les ont déclarées apparentés au mythique almasties. Donc c'est la même chose. Amna-Wayu, c'est des almasties, hein, une lignée d'almasties locales. Dans les forêts du Kazakhstan, il y en a un paquet aussi. On les appelle les Kaptars. Et on va aller en Mongolie et on va parler d'un certain Przewalski, Nicolas Przewalski. Vous savez qui c'est? Il y a un cheval, un petit cheval des steppes mongoles qui porte son nom et qui est un cheval de l'origine quelque part. Hein. C'est un cheval primitif, mais qui est extrêmement robuste. Les petits chevaux de Przewalski, ils sont connus pour ça. C'est ceux qu'on retrouve sur les grottes de Lascaux ou d'ailleurs. Hein. Et alors, cet anthropologue et géographe russo-polonais s'intéresse aux almasties. Mais de loin. Et pour lui, c'est un peu une légende et c'est plutôt une créature animale. Et un jour, il va faire une expédition dans la province de Kansu, en Mongolie, où là, ces créatures sont nommées les Kunguresu. Et là, c'est un peu différent de ce qu'on trouve en almastie caucasien ou dans la région de Géorgie. On peut pas. Il va en voir assez fréquemment d'ailleurs, et il dit que c'est des ours. Bon, et les Mongols disent pas du tout. Non, on les connaît bien, ça n'a rien à voir avec des ours. Ce sont des créatures qui ne sont pas des ours, ça n'a rien à voir. Ce sont des créatures qui ont un épais pelage noir et un visage plat qui est parfaitement humain, qui est quand même très curieux. Par contre, les papates, c'est des griffes d'ours. Hein. Ça, c'est le seul truc qui ressemble à l'ours. C'est vraiment des griffes, c'est pas des doigts, c'est des griffes d'ours. Ces créatures sont très méfiantes et craintives, et elles craignent à tout prix le contact avec les humains, elles les évitent. Et un jour, Przewalski, qui les a vus de loin, va en chassant, il chassait le lièvre ce jour-là, et il va tomber sur une créature de cette nature-là. Et là, pour un scientifique, on est un peu déçu, car au lieu d'essayer de la capturer, il va lui tirer dessus. Voilà. Donc tous les chasseurs vont la blesser, elle va réussir à se sauver très blessée, et ils vont pas réussir à la tuer ni à la récupérer. C'est un peu triste, mais bon, c'est comme ça. En Asie, il y a des créatures qui portent d'autres noms, et qui sont les mêmes créatures, par exemple les Biagan Gouli, qu'on retrouve très souvent en Asie, sous ce nom-là, les Yarang Gigi, ça c'est en Malaisie, les Barmanou au Pakistan. De toute façon, il y en a dans le monde entier. Il y en a en Australie, il y en a en forêt amazonienne, je ne sais plus comment ils s'appellent, les Indiens d'Amazonie les appellent, dans les forêts brésiliennes et guyanaises, il y en a. Hein. Et puis on va retrouver également dans un manuel d'apothicaire tibétain, qui contient des milliers d'illustrations de classes d'animaux, parmi les classes d'animaux, on va retrouver une de ces créatures, comme vous pouvez le voir, qui a été dessinée. C'est quand même assez étrange, elle est classée comme animal, là. Ces créatures ont été signalées également dans le désert de Gobi, où il s'en passe des bonnes, et je crois qu'un jour, il va falloir que je parle du désert de Gobi. Parce que j'ai lu il y a longtemps sur les livres d'un ufologue qui s'appelait Shimbo, je crois, un chinois, qui parlait de ce qui se passait en Mongolie. Et il y a des histoires très étranges de civilisations antiques qui ont disparu là-bas. Et puis des phénomènes qui sont pas tout à fait naturels avec des bestioles, je crois que ce sont des vers qui sont assez inquiétants. Donc un de ces quatre, je crois qu'on ira au Gobi. Mais en attendant, au Gobi, il y en a. Hein. Il y en a, et ça c'est appelé Alama. Alama. Et les habitants là-bas, par contre, les bergers disent qu'ils ont souvent des contacts avec eux et qu'ils s'entendent très bien. Et que ces créatures un peu bizarres jouent avec leurs enfants. C'est intéressant quand même.
Et puis, il y a les almastis caucasiens, donc on connaît bien, qu'on appelle souvent almaslar. Et ça vient du mot mongol, comme par hasard. Donc là, on nous dit l'Afrique pour Zana, mais là, apparemment, y aurait peut-être un creuset d'origine qui soit mongol. Et alma, almaslar, alma, ça signifie, en mongol, homme sauvage. Donc là, c'est pas des créatures animales, c'est considéré comme un hominidé. Les premières rencontres avec les almastis vont être signalées sur le continent européen de l'Est et les territoires euro-asiatiques, donc dès le milieu du XVe siècle. Et c'est un aristocrate bavarois qui s'appelle Johann Hans Schiltenberger qui un jour se fait capturer par les Turcs. Il était parti faire probablement une expédition. Vous savez, à l'époque, on voyageait, puis on ramenait les carnets de voyage, et pan, il tombe sur les forces turques, le voulait capturer. Et lui va, dès 1427, faire allusion à l'existence de ces créatures. Et il va être retenu pendant un moment en Mongolie et adopté d'une certaine manière très favorablement par un seigneur mongol qui s'appelle Egidi. Et donc, au terme de son aventure, quand il va revenir en Europe, il va raconter ses mémoires. Et notamment, il va mentionner ces créatures étranges qui vivent dans une contrée reculée, qu'il a nommée pays d'Ibissibur. Ibissibur, et ça se trouve en territoire tartare. Et voilà, je vais vous dire ce qu'il dit quand même, c'est très intéressant. Il dit que quand le fils du roi de Tartarie, surnommé Zégré, vint à Edigi, c'est-à-dire qu'il vient en visite vers le seigneur Edigi, il alla avec lui dans le pays Ibissibur, cité plus haut, et ils voyagèrent 2 mois avant d'y arriver. Il y a une montagne là-bas qui s'étend sur 32 jours. Bon, ça veut dire que pendant 32 jours, on marche. Le peuple là-bas, disent-ils, prétend qu'à l'extrémité de la montagne est un désert et que le dit désert est la fin de la terre. Et dans ce désert, personne ne peut avoir d'habitation à cause des serpents et des bêtes sauvages. Et sur la même montagne, il y a des sauvages qui ne sont pas comme les autres, et ils y vivent. Ils sont couverts de cheveux sur tout le corps, sauf les mains et le visage qui sont nus. Et ils courent comme les autres bêtes sauvages dans la montagne et mangent aussi des feuilles et de l'herbe et tout ce qu'ils peuvent trouver. Le seigneur du village a envoyé à Edigi un homme et une femme de ces sauvages qui avaient été pris dans la montagne. C'est intéressant, 15e siècle. Depuis des lustres, nombre de témoins ont un jour aperçu ces créatures, qu'on a qualifiées le plus souvent de grands singes. D'autres évoquent une sorte d'hominidés, généralement de haute taille, jusqu'à 2 mètres. Plus rarement ont été vus des êtres plus petits, 1,60 m en moyenne. Toutes ces créatures ont été décrites comme trapues, avec une musculature extrêmement développée et le corps recouvert le plus souvent d'un pelage brun ou roux. Et c'est un spécimen de ce type que va découvrir un médecin de l'armée russe et son unité qui stationne au Daghestan, près de la ville de Buisnak, dans les montagnes du Caucase, durant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit du colonel Karapétian, qui va relater la capture d'un individu à l'allure simiesque que ses soldats pensaient être un espion nazi. Voilà ce qu'il rapporte plus tard de ce face-à-face qu'il avait avec ses têtes qui étaient alors retenus prisonniers dans une vieille grange. Voilà ce qu'il dit. « Je peux voir encore la créature comme si elle se tenait devant moi, un mâle nu et pieds nus. Et c'était sans doute un humain, car sa forme était humaine. La poitrine et le dos et les épaules étaient cependant couverts de poils hirsutes, de couleur brun foncé. Sa fourrure ressemblait à celle d'un ours, et mesurait 2 à 3 cm de long. Elle était plus fine et plus douce sur la poitrine. Ses poignets étaient grossiers et peu poilus. Ses mains et ses pieds n'étaient pas poilus, mais les cheveux sur sa tête atteignaient les épaules, couvrant en partie son front. De plus, ses cheveux étaient très rêches au toucher. Il n'avait ni barbe ni moustache, quoique son visage soit recouvert d'un léger duvet. Il avait aussi des poils ras et clairsemés tout autour de la bouche. L'homme se tenait absolument droit, les bras ballants et sa taille étaient supérieure à la moyenne, environ 180 cm. Il se tenait devant moi comme un géant, sa puissante poitrine en avant, ses doigts étaient épais, forts et exceptionnellement gros. Ses yeux ne m'ont rien dit, ils étaient ternes et vides, comme ceux d'un animal. Il m'apparaissait comme un animal et rien de plus. Et le lieutenant-colonel va préciser que l'être suait abondamment. Dans la grange surchauffée, il ne supportait pas la chaleur.
Le premier jour, on va vouloir lui donner à boire et à manger. Il ne voudra pas. Rien à faire. Il ne boira et ne mangera jamais. Quand on lui tend la main, il ne réagit pas. Il reste figé comme une statue, comme s'il était arrêté. L'officier russe en déduit que c'est un homme sauvage et non un espion allemand. Intéressant. Donc, il y a des détails communs quand même avec cet être et Zana. La nudité, le duvet qui recouvre un peu le visage, l'absence de poils aux pieds et aux mains, les cheveux épais et rêches, peut-être crépus, une haute taille, une musculature impressionnante, et il ne supporte pas la chaleur. Avec une incapacité manifeste à s'exprimer, il ne parle pas. Toujours dans la même région et durant la Seconde Guerre mondiale, un officier de police du nom d'Ergib Koshokoyev patrouille à cheval avec des collègues dans les montagnes caucasiennes par une sombre nuit de l'automne 44, et là il croise la route d'un étrange bipède de grande taille. Il est donc à cheval. Et debout dans l'ombre se tient à 5-6 mètres une créature. Le cheval l'aperçoit, se cabre et l'officier se casse la figure. Classique. Les animaux, et les chevaux en particulier, ne supportent pas les yétis, les Bigfoot, les almasties, et tout ce que vous voulez, ça leur fait peur, ils s'arrêtent net. L'homme dira d'ailleurs que c'est l'être qui a effrayé sa monture, et il l'a vu couvert de poils roux, comme les almasties, et fuir en courant à une vitesse absolument sidérante. Mais il se trouve que les policiers qui l'accompagnent vont pas relever leur officier, et ils se lancent à sa poursuite, et ils voient cet être pénétrer dans une hutte de berger. Seulement, il est dedans et puis il veut ressortir, il s'est piégé tout seul. Donc, quand il va ressortir, il va se mettre à courir comme un dingue autour de la hutte, tout le monde lui court derrière et personne ne le rattrape. Mais il court tellement vite que c'est une vitesse, ils n'ont jamais vu ça, les gens. Et d'un seul coup, il se retourne, il charge les policiers qui sont absolument terrifiés, qui partent en courant, et ils vont voir la créature partir dans un ravin à une vitesse qui dépasse l'entendement. Et l'officier qui a eu le temps d'arriver, là il s'est remis de sa chute de cheval, il va arriver, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit la créature partir au dernier moment. Que va-t-il découvrir? Qu'elle porte des vêtements en lambeaux, comme une sorte de cafetan. Est-ce qu'un animal serait vêtu d'un cafetan? En tout cas, il le qualifiera quand même d'animal. Donc il y a quelques points communs avec Zana. Qu'est-ce que c'est que ça? En règle générale, tous ceux qui ont eu l'occasion de croiser des almasties diront que leur visage ressemble un petit peu à ceux des humains, hein, mais avec un front bas, fuyant, des grandes arcades sourcilières proéminentes, des pommettes hautes et saillantes, une puissante mâchoire et le nez aplati. Parfois, on évoquera des yeux rougeâtres. C'est constant. On parlera également des sons, ils ne parlent pas comme les humains, mais des sons gargouillants et incompréhensibles, comme les gazouillements finalement de notre Zana. On les verra souvent s'amuser avec des pierres ou se servant de roches et de bâtons comme outils. Donc si vous voulez, ce qu'on a dit de Zana, c'était au 19e siècle, mais au 20e siècle, on les croise. Et ça, un officier de police et un militaire les décrivent précisément, ils les ont eu de près. Toutes ces créatures sont craintives et craignent les humains, à juste titre, hein, si on y réfléchit bien quand même. Ce qui était le cas de Zana. Par contre, il y a des liens sociaux, quand il y a une confiance qui s'instaure, qui peut intervenir. C'est le cas de Zana et c'est le cas des enfants du désert de Gobi qui jouent avec eux, apparemment d'après les parents. Donc c'est quand même très intéressant. Et ces créatures ont été beaucoup plus sociables qu'on ne le croit à certaines occasions. Et j'ai 2 témoignages qui sont très intéressants. Le premier relate une rencontre intempestive qui aurait eu lieu dans le Caucase dans les années 30. Et c'est une scientifique française expatriée en Russie, le docteur Marie-Jeanne Kaufmann, qui en a fait état. Et je reparlerai de Madame Kaufmann. En fin de journée, un certain Koumouk Kostan, un berger qui est âgé de 37 ans, rejoint à pied son village. Et c'est la montagne, et il se met à flotter. Et là, il y a des cavernes partout, il se dit, bon, vu ce qui tombe, je vais passer la nuit dans une caverne et je reprendrai mon chemin demain matin. Comme il fait passablement frisquet dans sa caverne, il fait un petit feu, et au bout d'un moment, il finit par s'allonger sur le sol, et il essaye de s'endormir. Il sommeille vaguement, quand d'un seul coup, il entend un léger bruit qui le fait sursauter. Il ouvre l'œil, et que voit-il? À l'entrée de la caverne, une silhouette massive, dans l'encadrement. Paniqué, évidemment. Il se dit mince, la chose se rapproche de lui, et dans un premier temps, il pense à un ours. Mais à la lueur du feu, il voit bien que c'est pas ça du tout. C'est un grand bipède.
mais grand, couvert de longs poils roux. Tiens donc! Postée le long de la paroi rocheuse, la créature, qui ne semble pas très farouche, le regarde tranquillement. Et le berger se dit « Ouh là là !» Il sent que la panique l'envahit, et il se dit « C'est un almasty, c'est de ça dont on me parle au village de temps en temps. » Alors il se dit « Je vais prendre mon couteau », puis là il se reprend tout de suite, parce qu'on lui dit « Il ne faut jamais attaquer les almasties, ils n'attaquent jamais d'eux-mêmes. » C'est uniquement quand on les attaque qu'ils peuvent devenir extrêmement dangereux. Donc il ne dit rien, il attend. Il attend, et une sacrée surprise l'attend. Il est assis, il s'est redressé, il est au coin de son feu, et l'almasty va venir, la femelle va venir s'asseoir à côté de lui. Alors il n'est pas bien rassuré, puis elle commence à le coller. Et lui, il se décolle, il se dit « Merde, que va-t-il se passer ?» Et ça va durer un petit moment. Visiblement, elle lui fait des avances. Mais lui, il ne va pas marcher dans la combine, et elle ne va pas insister, elle est bien élevée. Bon, il va commencer à lui parler, et là, elle va répondre. Elle va marmonner des sons en gazouillant. C'est absolument incompréhensible, mais c'est très doux et ça gazouille. Bon. Alors, il n'y a pas eu vraiment de dialogue, mais il y a eu manifestement une tentative de communication. Et voilà que le temps passe, et il était crevé, il finit par s'endormir, et l'almasty, à un moment, va le réveiller. Il entend des mâchouillements, et il ouvre un œil, et qu'est-ce qu'il voit? Que sa gigantesque compagne poilue est en train de bouffer toutes ses provisions qu'elle a été piquée dans son sac. Bon, il va rien dire, il va pas la contrarier, et puis il va se rendormir. Et quand il va ouvrir l'œil au petit matin, il n'y a plus d'almasty, mais il va trouver, c'était une partie de mouton qu'il avait, et ben il va retrouver les os du mouton disposés dans un ordre parfait à côté de son sac vide. Alors bien nettoyé, mais bien ordonné. Il y a eu une logique là-dedans. Et puis, il va y avoir un article qui va paraître en décembre 2008 dans la Pravda, qui est un journal russe que tout le monde connaît, qui laisse entendre que les almasties tentent plus fréquemment qu'on ne le croit de nouer des contacts avec les êtres humains. Et l'article en question fait état de témoignages provenant de divers habitants d'un village qui s'appelle Elbrus, qui se trouve dans le Caucase du Nord, près des gorges de Chejemski. Et beaucoup de ces villageois ont eu des rencontres rapprochées avec ce qu'on appelle ces almasties, et à maintes reprises, et c'est plus fréquent qu'on ne croit là-bas. Et l'un d'eux, qui s'appelle Adegeri Tilov, va préciser que ces créatures que l'on observait fréquemment dans les forêts voisines et à proximité d'étables abandonnées se seraient même souvent aventurées dans son village. Et que dans ce village-là, précisément, au moins une fois dans sa vie, un villageois va croiser un almasty. Donc, ils sont là. Et il va dire que ces créatures paraissaient attirées par le feu et que souvent elles venaient s'asseoir auprès des bergers dans leur hutte pour se réchauffer, mais qu'elles restaient pas très longtemps parce qu'elles supportaient pas la chaleur. Et que finalement, il y avait une forme de cohabitation pacifique qui, au fil du temps, s'était instaurée entre ces créatures et les humains almasty dans certains territoires du Caucase. Ça, c'est la professeure Kaufmann avait parlé de certains trucs, mais ça, c'est la Pravda. Mais c'est des témoignages de visu, si je peux dire. Et alors, Elbrus, il y a une tradition ancestrale dans les villages environnants et dans ce village. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, les femmes et certains villageois ont coutume de laisser l'hiver de la nourriture et des boissons, et même l'été, sur le seuil de leur maison, qui vont être récupérées pendant la nuit par ces créatures poilues venues de la forêt. Et le témoin va préciser à propos de cette coutume qu'après tout, un humain sauvage est un humain et qu'il est normal de tenter de s'accorder avec lui. Voilà ce qu'il va dire. Il va rapporter quelque chose d'intéressant. Mon grand-père nous racontait que les almasty avaient toujours vécu par ici. Leur population a grimpé lorsque les Blacards ont déserté leur village. Les almasty ont pris leur demeure. C'est la raison pour laquelle autant d'humains les croisent ces temps-ci. Puis il va relater une rencontre qu'il a faite personnellement. Une journée d'été, j'ai dû aller dans un village voisin. Je devais passer la nuit là-bas. Alors je me suis installée dans une étable désaffectée. J'ai fait un grand feu près de l'étable et je me suis endormie. Quand j'ai ouvert les yeux le lendemain, j'ai aperçu qu'était assis près du feu une femelle yéti et elle me jetait un regard très intéressé. Elle n'était pas grande et mesurait un peu plus d'1 mètre. d'1,60 m, pardon. Elle avait le poil noir et en piteux état. Oh, j'ai eu peur. Étendue là, j'appréhendais ce qu'elle allait faire ensuite. Elle est restée environ 10 minutes, puis elle s'est levée et elle a disparu dans les bois. Lui aussi,
Voilà. Alors, il l'a qualifiée de yéti, là. Elle a une apparence différente aux almastis, ce qui supposerait qu'il y ait plusieurs espèces, hein, dans certaines régions du Caucase. Et c'est quand même assez intéressant. Alors, les journalistes de la Pravda vont continuer à enquêter. Et l'ancien du village d'Elbrus, qui s'appelle Kajiev, va dire qu'elles ressemblent plutôt à des grands singes, mais qu'elles auraient quand même réussi à séduire certains villageois, qui les auraient trouvés à leur goût. Il va souligner que les almastis, en particulier les femelles, ont la particulier d'ensorceler les humains. Est-ce qu'elles auraient des capacités psychiques particulières? Eh bien, il semblerait que oui, parce que j'ai vu pas mal vraiment de petites lignes sur des témoignages russes, mais c'était pas très documenté, donc, mais où elles auraient un pouvoir hypnotique. Et le témoin va donner son avis, il dira que lorsqu'une femelle almastie a l'idée de faire succomber un mâle humain, elle use d'une forme d'hypnose, et au lieu de voir une sorte de grand singe velu, eh bien le gars il voit une créature de rêve, et il succombe. Voilà qui est intéressant. Bon, personnellement, en plus des capacités dispose, je verrais peut-être une forme de contrôle mental, ou une capacité psychique quand même avérée, hein, pour faire prendre aux humains des vessies pour des lanternes. Et ça, on retrouve quand même ça avec certains abductés qui vont voir parfois des grilles en belle nana. Il y a quand même quelque chose. Alors bon, je suis pas très convaincue de la nature extraterrestre de ces créatures, hein, mais on peut quand même remarquer que systématiquement dans les coins ovnis, elles existent. Alors aurait-elle un rapport avec nos visiteurs? J'en sais rien. Pour moi, c'est terrien, mais bon, hein, on n'en sait rien après tout. C'est pour moi qui vais me jouer les expertes. En tout cas, il y a une réputation des almastis pour avoir des capacités paranormales. Apparemment, ce n'était pas le cas de Zana. Mais je vais quand même ressortir un autre moment du témoignage d'Adedjiri Tilov, à ce sujet des almastis et qui révélerait peut-être des pouvoirs assez inquiétants de leur part, et notamment celui de jeter des sorts. Moi, je pense que c'est pas ça tout à fait, mais quand même. Il va dire l'homme sauvage n'aime pas qu'on le dérange. Si quelqu'un offense les almastis, ils peuvent répondre des pires façons. Un été, les enfants jouaient dans les rues du village. Une femme sauvage était assise non loin des enfants, elle prenait le soleil. Un des garçons s'est approché de la femelle et lui a tiré sur la fourrure. Elle n'a pas bougé, mais a lancé un regard féroce à l'enfant. Quelques jours plus tard, l'enfant est mort d'une maladie étrange. Donc, est-ce qu'il y aurait eu un virus qui aurait tué l'enfant? C'est possible. Bon, en tout cas, le monsieur dit que c'est pas naturel. Et puis, il y a une femme du nom de Nafissat Boziyeva qui va donner dans un autre registre quelque chose d'intéressant comme témoignage au sujet des pouvoirs de sorcellerie des femmes almastis. Elle dit, c'est une histoire que je connais depuis mon enfance, mais il ne m'est jamais passé par la tête qu'il s'agissait d'une histoire vraie. Mais je vais quand même la raconter. Ça se passait avant la Révolution, bolchevique évidemment. Un de nos ancêtres a rencontré une femme sauvage dans les bois. Ils ont développé une affection l'un pour l'autre et il l'a même amenée au village comme si elle était sa femme. Cela fut évidemment choquant pour la population. Beaucoup de femmes ont ri ouvertement de la femelle sauvage, alors elle lui jeta un sort. Plusieurs femmes de notre clan furent victimes de ces sorts. Beaucoup de nos descendantes n'ont pu avoir de famille à elles depuis ce temps, donc elles n'ont pas pu avoir d'enfants. Soit elles marient le mauvais candidat, soit elles passent leur vie dans le célibat. On pensera ce qu'on veut de tout ça, évidemment. Mais enfin bon, il y a apparemment des contacts. Et puis alors les recherches du docteur Kaufmann. Alors c'est une Française, comme je vous l'ai dit, elle s'appelle Marie-Jeanne Kaufmann, et elle va être une des premières scientifiques à s'intéresser sérieusement aux almastis. D'abord, c'est une brillante chirurgienne qui a immigré en 1935 à Moscou. Elle exerce d'abord dans les hôpitaux avant de rejoindre l'Académie des sciences de Moscou. Et très vite, elle entend parler de cet homme animal mythique qu'est l'almastie. Et là, elle change radicalement de voix. Ça la passionne. Et toute sa vie, cette femme, jusqu'à sa mort, va traquer l'almastie. On la voit à différentes périodes de sa vie le faire. Elle veut faire de la recherche sérieuse, scientifique et élucider le mystère. Donc, elle passe tout son temps à parcourir les forêts du Caucase, d'Asie, elle est partout.
où ces êtres si simiesques sont signalés. Et alors, le Caucase, mais aussi le Pamir, donc le Tadjikistan, le Tian Shan, les Himalayas, elle va partout. Et elle classifie, et elle classifie, et elle classifie. Et elle va des fois rapporter des témoignages extrêmement émouvants, tels ceux de villageois et villageoises qui vivent dans ces contrées reculées, et qui vont dire qu'au plus froid de l'hiver, ils ont vu nombre de fois arriver dans leur village des femelles almasties, grelottant de froid avec des petits bébés dans les bras, qui s'approchent des maisons et qui viennent pratiquement gémir, et on leur donne des couvertures, des vieux vêtements et de quoi manger et réchauffer leurs enfants. Donc il y a une aide qui est demandée et qui est donnée. Et puis selon les témoignages du docteur Kaufmann, qui a interrogé des bergers de montagne, ceux-là disent, bon, on les voit très souvent, les almastis, hein, ils viennent s'asseoir à côté de nous, à côté de nos cabanes, ils viennent assez naturellement se réchauffer auprès du poêle. Ils restent pas longtemps, ils s'en vont. D'autres vont relater des visites de ces créatures un peu craintives aux abords proches des villages, qui viennent cueillir des légumes dans les potagers et des fruits dans les vergers. Bon, on n'aime pas trop ça parce que ils se servent bien quand même, hein, mais ils aiment bien. Voilà. Et donc, et puis alors, ce qu'on voit systématiquement, ce qui a été rapporté au docteur Kaufmann, c'est la peur panique des chevaux et des chiens. Ils ne supportent pas les almastis, ça les rend fous. Et le docteur Kaufmann dira que quelle que soit la contrée ou le pays où elle a pu obtenir des centaines de témoignages, elle en a recueilli au moins 500, hein, et bien tout cela concordait dans la description des comportements et des caractéristiques anatomiques des créatures. Physiquement, elles mesurent entre 1,80 m et 2 m, ont un crâne plutôt petit et étroit, des arcades sourcilières très prononcées, un front fuyant et bas, des pommettes très saillantes, des yeux parfois obliques qui prennent une coloration rouge durant la nuit, selon la luminosité. Leurs oreilles sont plates et placées plus hautes que chez les humains. D'après ce qui est dit encore, ces créatures seraient dotées d'une mâchoire puissante, dénuée de menton, avec de belles grosses dents, tiens, comme Zana, mais là, dont les canines dépassent légèrement. Elles n'ont pas de cou, c'est-à-dire le cou dans les épaules, quoi. Des bras longs jusqu'aux genoux, des doigts onglés, des cheveux longs et rêches. Plus longs chez les femelles qui sont dotées de grosses mamelles flasques et pendantes qu'elles rejetteraient parfois au-dessus de leur épaule quand elles courent afin de ne pas être gênées. Ça, c'est pas chic, mais c'est dans les rapports du docteur Kaufmann. Leurs pieds sont grands et larges, leur corps recouvert de poils roux ou de couleur sombre, hormis sur le visage, les fesses et le milieu du dos. Zana n'en avait pas partout de ces longs poils roux. Ceci laisse voir une peau sombre, presque noire. En revanche, la peau des nouveau-nés serait pâle au point d'en être glabre et foncerait les jours passants. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais les bébés africains ou afro-américains, quand ils naissent, ils sont pas forcément blancs. Pas forcément noirs, ils sont blancs de peau, un peu roses, et puis ils foncent à toute vitesse au fil des jours. Voilà. Et moi, je savais absolument pas ça. J'ai appris ça par une copine un jour il y a longtemps, qui faisait un stage en pédiatrie, et elle savait pas non plus. Et bon, alors voilà. Donc ça veut dire que les bébés almastis, voilà, ils ont cette même caractéristique. C'est quand même assez étonnant, hein. Et puis, autre particularité qui est qui est constante, c'est qu'ils se déplacent toujours en groupe. Même si les créatures observées paraissent seules, en fait, il y a toujours un groupe derrière, hein. Puis alors, c'est l'odeur pestilentielle de ces créatures, et notamment celle des mâles. Il paraît que c'est à tomber par terre. Et voilà. Donc Kaufmann, bon, ça c'est rien de ses travaux que je raconte, c'est quelques grandes lignes, mais a fait un travail remarquable. Et d'ailleurs, ses travaux sont si bien reconnus qu'elle va être nommée membre de la Société géographique du RSS et extrêmement, comment dirais-je, réputée. À tel point que le français anthropologue Yves Coppens, qui a permis de découvrir Lucie, va en parler. Il va en parler en novembre 1994, dans une interview donnée au magazine Mystère. Et voilà ce qu'il va dire. Quand on va l'interroger sur la nature de l'almastie, est-ce qu'un singe ou un homme, voilà ce qu'il va répondre. Je n'en sais rien, car je ne sais toujours pas s'il existe. Selon la description qu'en a fait le docteur Kaufmann, ça répondrait beaucoup plus à un grand singe qu'à un homme ancien. En fait, ce qui lui fait dire cela, c'est le doigt préhensible.
Il se réfère à la description morphologique où on a trouvé parfois l'orteil préhensible. Et pour lui, c'est un pied de primate, ça peut pas être un être humain qui est ce genre de choses. Et puis il va donner un deuxième élément pour dire que l'almastie pourrait être une créature, c'est qu'il fait des litières pour se reposer. C'est vrai. Elle creusait sa fosse, Zana. Les autres font des nids comme les singes. Bah oui, mais ils ont pas de baldaquin hein, dans la forêt. Si nous, on se retrouvait dans la forêt profonde, qu'est-ce qu'on ferait? On ferait des litières aussi, hein, quand on n'a rien d'autre. Donc, pour moi, c'est pas pertinent, surtout par rapport à d'autres éléments qui ont été donnés. Et alors, lors de cet entretien, Coppens dira qu'il paraît ridicule de penser qu'il puisse s'agir d'un homme de Néandertal. Pour lui, ça n'est pas le cas. Il rappellera que certains de ses confrères scientifiques ont émis l'hypothèse que l'almastie pouvait être un néandertalien relique. Mais lui dit c'est un primate, circulé, il n'y a rien à voir. Donc il est d'avis que comme le Bigfoot ou le Yeti, c'est un primate, mais un primate qui aurait eu une évolution parallèle et qui serait peut-être rapproché des caractéristiques de l'homme. Mais comme lui, il pense qu'on descend probablement de primates, et ben c'est logique. Hein, voilà. Alors les almasties aujourd'hui. Il semblerait que sur le territoire russe, ils soient un peu raréfiés au fil du temps. Il faut savoir que pendant l'ère soviétique, ils ont été extrêmement dégommés. Il y a eu des massacres. Les soldats les ont tués. Il y a une créature qui a été capturée en 1943 par la mer Rouge, ça c'est documenté. Mais ça a repris un petit peu du poil de la bête, si j'ose dire, depuis quelque temps. Et notamment la deuxième partie, pratiquement à la fin du XXe siècle, et puis dans certaines régions, ça n'a pas été décimé de la même façon. Si bien que le professeur Igor Burtsev disait encore récemment que tous les jours, ou presque, il recevait des témoignages venant de toute la Russie. Il dit textuellement, on énumérerait plus facilement les lieux où il n'a pas été observé que l'inverse. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, ça explose. Il a d'ailleurs précisé qu'aux alentours du mont Choria, alors je suppose que ça se trouve, si c'est en Sibérie du Sud, non, je sais pas. On a vu et on sait qu'une trentaine d'almasties vivent encore. On les laisse tranquilles. En 2010, on a signalé une vingtaine d'observations en Sibérie du Sud, où il y a beaucoup de rencontres rapprochées avec des almasties. Donc il y en a partout en Russie, même dans la région de Moscou, comme j'ai dit tout à l'heure. Burtsev a dit récemment aussi dans une interview que, ça c'était un média russe, nous avons trouvé des structures en bois faites à la main, des objets artisanaux et des symboles qui semblaient s'apparenter à se trouver dans d'autres pays, notamment en Grande-Bretagne, en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Canada et aux États-Unis. Ce qui pourrait supposer que les almasties évoluent et qu'ils commencent à travailler, à faire des objets peut-être, ou à avoir des abris. C'est assez curieux ce qu'il a dit. Et il va dire qu'à diverses occasions, dans des territoires où avaient été observées ces créatures, on a retrouvé les fameux arbres scalpés. Bah oui, la spécialité du Bigfoot, c'est de scalper l'arbre, de le décrocher et de le planter à l'envers. Faut quand même le faire. Et on ne sait pas pourquoi ils font ça. Mais enfin bon, ça a été vu. Et puis ça a été constaté aussi. Donc vous l'aurez compris. L'almastie, comme tous ses congénères, que ce soit des Bigfoot, des Yeti et je ne sais trop quoi d'autre, existe aux quatre coins du monde. Il n'a pas fini de faire fantasmer, on n'a pas fini de faire parler de lui, d'en parler. La science officielle n'est pas encore prête, ça c'est clair. Oui, la science est académique, ça c'est pas un sujet académique. L'Académie des sciences russes, par la voix de son attaché de presse, Sergueï Charakhan, déclarait récemment au sujet des almastides, ses congénères, vivant dans différentes contrées de notre planète, que le cas devrait être plus examiné en détail, mais pour l'instant l'Académie des sciences russes n'avait pas trop de réponses à donner. Prudemment, il va dire qu'il n'existerait pas vraiment de preuves formelles de l'existence de ces almasties, faut pas trop se fier aux témoins oculaires. Il va dire que lors d'une découverte récente en Russie, voulant que notre espèce descende de 4 espèces de singes. Ah ça on retrouve... On retombe dans l'ancien temps, là.
Alors, notre humanité descendra de 4 singes et non d'une seule. Youpi, c'est un pas en avant, vive la science. Il va dire que même si les scientifiques de l'Académie des sciences ont fait une mémorable découverte, qu'ils n'avaient pas auparavant rendu public concernant l'anmastie, il s'agit indéniablement d'un petit fait scientifique qui doit être pris en considération, mais pas davantage. J'ai envie de dire, Darwin sort de ce corps. Il y a quand même une régression de la curiosité de l'Académie des sciences russes par rapport à ce que ça a été. Bon, ça ne sera pas une surprise, parce que quand on touche à l'inexpliqué, ou tout du moins à l'inexplicable, en général, ça ne fait pas un tabac dans la science, enfin, avec les scientifiques dits rattachés à la science officielle et académique. Je m'en étonne quand même, parce que la Russie a quand même pour réputation d'être un peu plus ouverte qu'un pays comme la France, qui est le pays de Descartes, ne l'oublions pas, et qui est un peu hermétique à tout ce qui sort de l'ordinaire. Alors, rien que pour rire, il y en a en Europe, semble-t-il, et pas très loin de chez nous. Je pense pas qu'on ait, je vais peut-être pas chercher assez, mais on n'a pas vu en France, mais dans les Pyrénées espagnoles, on en aurait vu. Et également en Angleterre. J'avais parlé sur un autre média de la forêt de Cannock Chase, mais il n'y en a pas que là. Et ça a été observé en Angleterre depuis à différentes parties enfin, disons, durant plusieurs siècles. C'est rare, mais ça peut arriver. Alors évidemment, là-bas, on dit que ce sont des grands primates qui seraient échappés, genre gorille, ce qui ne tient absolument pas debout. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur Zana et les Almasties. C'est un vaste sujet que je n'ai fait qu'effleurer, bien évidemment. Pas sur l'histoire de Zana, parce qu'il n'y a pas beaucoup de documents, donc je crois que j'ai tout dit ce qu'il y avait à dire, mais sur le reste, je laisse ça aux experts. J'espère que ça vous a intéressé en attendant. C'était passionnant. Moi, je dis un grand merci parce que les Nuriens le savent et tu le sais aussi, Elisabeth. Moi, le Bigfoot, Sasquatch, Almasty, c'est un des sujets qui me passionne, auquel j'apporte énormément de crédibilité. Les témoignages que tu rapportes concordent beaucoup avec ce que nous avait dit notre ami Jean-Louis Morette sur les Almasty, sur le fait qu'il y a eu énormément de témoins, énormément de contacts dans certains villages, qu'ils ont été décimés également pendant une partie de l'histoire soviétique. C'est un peu le gros paradoxe sur ce sujet Almasty, c'est qu'il y a énormément de témoignages et qu'on n'a pas encore la preuve, tu sais, la preuve qu'il faut à la science pour dire oui, cette espèce existe, mais il y a trop de témoignages, il y a trop de fumée pour qu'il n'y ait pas un feu derrière. Donc ça, c'est mon avis, n'engage que moi, mais je Non, non, pense que mais tout ce que... tu as parfaitement raison. Le truc, quand même, c'est est-ce que la science veut réellement s'y intéresser ou est-ce que le sujet est si dérangeant qu'il vaut mieux prendre le temps et tergiverser avec des allers-retours comme apparemment l'Académie des sciences russes. Parce que vous avez quand même vu qu'il y a des poussées parfois sur l'étude de certains phénomènes qui sortent de l'ordinaire. Je voudrais parler du phénomène OVNI par exemple. Et puis ensuite, on rétrograde et puis ça repart. Et puis ensuite, on dit oh bah il y a que les fous qui s'y intéressent, etc., etc. Donc c'est quand même assez curieux. Moi, je pense que sur cette planète, quand c'est franchement dérangeant et qu'on a précisément des informations qui sont dérangeantes, eh ben on préfère mettre les miettes sous le tapis et attendre que ça se passe et faire passer ça pour des sujets secondaires. Voilà pourquoi peut-être le porte-parole de l'Académie des sciences a minimisé, si je puis dire, le sujet Almasty tout à fait récemment. Voilà ce que je pense. Alors qu'on se dit que sur un sujet comme ça, contrairement au sujet OVNI, avec des moyens relativement importants, on arriverait rapidement à résoudre le mystère. Ah ben c'est sûr, et puis c'est sûr aussi que si on s'intéressait à la vie des coccinelles, il y a plus de chances d'avoir des fonds pour la vie d'une espèce de coccinelle ou d'une arachnée qui a été découverte dans une forêt profonde que pour les almasties. Cherchez l'erreur. Chercher l'erreur. Et puis dernière remarque sur Zana, effectivement l'histoire est surprenante. Moi je la connaissais dans ses grandes lignes, mais merci de nous avoir donné tous les détails de ce récit-là. La question reste ouverte, qui était Zana? À qui avait-on affaire? À un cryptide? Une Homo sapiens originaire d'un autre continent? Il y a quand même beaucoup d'éléments que tu as donnés dans la description qu'en ont fait ceux qui l'ont côtoyé, qui font penser à l'Almasty. Et à contrario, il y a toutes ces analyses scientifiques, génétiques, qui, elles, nous ramènent plus vers l'Homo sapiens. Là aussi, le mystère reste entier. Et ce qui est quand même intéressant, et là ça sera le mot de la fin, c'est quand même elle a réussi à avoir des enfants humains avec des humains, et normalement les espèces ne fonctionnent pas si elles sont différentes. Donc, et si ça fonctionne, la génération suivante est stérile. Un oui, peu, tu et sais, là, comme ça n'est on a pas avec les ânes et absolument. les chevaux,
où on obtient une hybridation, mais qui, elle, n'enfante plus. Alors là, c'est pas stérile. Il y a eu des petits-enfants et les petits-enfants ont dû faire des enfants et peut-être des petits-enfants. Donc, c'est un humain. Voilà. Bon, eh ben, Rien que pour ça. si les petits-enfants de Zana un jour tombent sur cette vidéo, nous les saluons chaleureusement. Merci pour tout, Elisabeth. C'était encore une super soirée en ta compagnie. Je te dis à très bientôt. Merci, à bientôt. Avec plaisir. Les amis, j'espère que vous aussi, vous avez pris plaisir à suivre cette émission en compagnie de notre conteuse favorite. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle fin de soirée à tous. Prenez soin de vous. Et puis n'oubliez pas, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À très bientôt. Au revoir.